Bonjour tout le monde et bienvenue sur Dr. Fay Platform et on continue avec notre programme Connaître les aliments. Connaître les aliments est un programme qui concerne tout simplement les sciences alimentaires et je pense que je vais changer de nom, je vais mettre tout simplement sciences alimentaires, comme ça se voit mieux et ça se comprend aussi mieux. Nous arrivons au 6e groupe alimentaire qui est le groupe des épices. Donc j'ai déjà parlé des 5 groupes. Groupe des céréales, groupe des légumineuses, groupe des légumes et feuilles vertes, groupe des fruits, groupe des graines, et aujourd'hui donc le 6e groupe qui est le groupe des épices. C'est un groupe très important, malheureusement, c'est un groupe délaissé, c'est un groupe ignoré, on n'en parle pas. Et puis les gens, quand on parle des épices, ils vont penser que c'est des petites choses qu'on ajoute aux aliments pour relever le goût, pour améliorer aussi le goût, parce que c'est des arômes finalement. Mais c'est pas ça. Vous voyez, le groupe des épices, c'est un groupe qui concerne les plantes médicinales. Les épices sont des plantes médicinales par excellence. Et c'est un groupe qui comprend beaucoup de choses. Vous savez, hein, c'est une longue liste. La fois passée, j'ai parlé du groupe des graines. Les graines aussi, on n'en parle pas. Et comme le lin, le sésame, les graines de nigel, le fenugrec, le cresson, les graines de cresson, le fenouil, l'anis, les graines de coriandre, le carvier et les graines de chia. Vous voyez, ce groupe-là, on n'en parle pas, hein, c'est un groupe négligé, ignoré, mais c'est un groupe très important, surtout maintenant avec les maladies chroniques, avec les maladies auto-immunes, les cancers, toutes sortes de maladies. De toute façon, nous vivons dans une époque maintenant qui est l'époque des maladies, surtout les maladies chroniques. Donc, les épices, c'est des plantes médicinales d'abord, oui. Et d'ailleurs, la première caractéristique, c'est que on en consomme très peu. Ils sont d'ailleurs, on les consomme en petite quantité, et ça, c'est très important. Hein. Et deuxièmement, on les incorpore dans les aliments. Ça, c'est aussi très important parce que comme ça, on peut les manger chaque jour. Et puis, donc, la troisième, disons, importance, c'est que les épices sont des anti-inflammatoires. Les épices sont des anti-inflammatoires confirmés, sont des antimicrobiens, parce que vous savez bien qu'avant, on conservait les aliments avec les épices, tout simplement. On mettait les épices dans les aliments pour les conserver. Pourquoi? Parce qu'elles ont un pouvoir antimicrobien extraordinaire. Il y a des épices qui ont un pouvoir antimicrobien, antibactérien, et il y a des épices qui ont un pouvoir antiviral. Il y a des épices qui ont un pouvoir antifongique, les levures et les moisissures. Comme la cannelle, c'est un antifongique très fort. Et là, c'est un épice, c'est un groupe très important. Oui, pourquoi? C'est un antimicrobien, c'est un groupe antimicrobien. Pourquoi? Parce que les épices, ils contiennent des substances antimicrobiennes, des substances microbicides, et là, et en concentration minime. Ça, c'est très important parce que, vous savez bien, quand on met un peu de cumin ou un peu de curcuma ou un peu disons, de gingembre ou de galanga ou de clé de girofle ou des noix de muscade et tout ça, on en met très peu. Et même les poivres et même les piments, le piment piquant, le piment rouge. On en met très peu et ça, c'est un grand avantage parce qu'au moins les gens disons, vont les consommer en petite quantité, comme ça c'est très économique. Et puis le peu de ces épices, ça agit très fort. Et un autre secret qui concerne les épices, c'est qu'ils agissent ensemble. Ils ont un effet synergique. Et quand vous mettez deux, c'est mieux que un. Et quand vous mettez trois, c'est mieux que deux. Et cinq, c'est mieux que quatre, et ainsi de suite. Là, et là, ils agissent ensemble et on peut les combiner. Quand on les combine, là, ils travaillent ensemble. Ça, c'est très important et c'est extraordinaire. Parce que comme vous savez bien qu'il y a des travaux de recherche qui ont été publiés sur la curcumine qui se trouve dans le curcuma. Et la curcumine, vous savez bien qu'il est activé par la pipérine qui se trouve dans le poivre noir et poivre blanc. Mais il est aussi activé par les cariophyllènes qui se trouvent dans le houblon. Vous voyez, le houblon marche aussi avec le curcuma. Il y a des gens, ça, c'est des exemples de combinaisons. Et pas uniquement ça, hein, vous savez bien que le gingembre
il marche avec le galanga et avec le curcuma aussi, et avec le costus. Le costus, là, ça marche avec le gingembre et le galanga. Pourquoi? Parce que ces quatre-là, ils appartiennent à la même famille. Hein. Et puis, la cannelle agit avec les feuilles de girofle, et avec le cardamome, et avec les noix de muscade. C'est très important, ça. C'est des connaissances, là, qui vont vous aider. Bon. Je ne peux pas vous donner de recettes, ni des combinaisons non plus. Mais d'abord, on parle des propriétés des aliments. Et ensuite, quand on aura fini, on aura terminé avec cette classification, hein, ces sciences alimentaires, à ce moment-là, on passera donc à la nutrithérapie. À ce moment-là, je vais vous donner des recettes et des combinaisons là pour toutes les maladies, bien sûr. Et nous allons jouer sur, pas uniquement sur les épices, bien sûr. On va combiner 5, 6, 7 choses et on va combiner aussi les groupes. Les céréales, ça se consomme pas. Bon, on peut consommer l'orge ou le riz ou le blé tout seul, le maïs, oui. Mais quand on combine deux et quand on ajoute d'autres constituants, là, ça devient mieux, oui. Et mais avant, c'était comme ça. Les gens maintenant, ils consomment le pain blanc, le blé, bon, le blé tendre, le pain blanc, et pas le blé. On consomme pas le blé. Hein. On consomme la farine de blé parce qu'on a déjà enlevé le sang. Et quand on enlève le sang, on enlève les 70% des vitamines, 70% des fibres et 70% des minéraux. Il ne reste rien. Voilà. Il vous reste l'amidon, quelques protéines et puis quelques minéraux résiduels donc dans cette farine blanche. Et quand on blanchit la farine, c'est encore pire. Hein. Donc le groupe des épices, il est caractérisé par les alcaloïdes, il est caractérisé par les antioxydants, les polyphénols et les flavonoïdes, les antioxydants. Et c'est des antioxydants très forts. Attention. Hein. Et les antioxydants, ils marchent avec les alcaloïdes. Ça aussi, c'est extraordinaire. Et c'est des activateurs, c'est des stimulateurs du système hormonal. Et quand vous mangez quelque chose de piquant, hein, quelque chose d'épicé, là, il y a de la sueur, vous vous sentez chaud, même les battements cardiaques s'accélèrent. Là, c'est le système hormonal qui est activé. Donc, et avant, tout au moins, bon, les coutumes amazirs, parce que je vous rappelle, nos amis européens et américains, je vous rappelle que nous ne sommes pas des Arabes. Et je vous invite d'ailleurs à cesser de nous appeler des Arabes ou à nous confondre avec les Arabes. Nous n'avons rien à voir avec les Arabes. Nous avons une carte génétique des Amazirs, nous sommes des morts, nous sommes les morts du Nord-Africain. Et normalement, nous, on s'approche donc à la population de la péninsule ibérique, hein, la population hispanique. Et nous n'avons rien avec les Arabes. Nous, on ne ressemble pas ni par coutume, ni par... on n'a rien à voir avec les Arabes. Et j'invite nos amis européens et américains qu'ils cessent de nous appeler des Arabes et qu'ils cessent de nous confondre avec les Arabes. Parce que si jamais je vais en France ou en Belgique ou en Grande-Bretagne ou en Amérique ou au Canada, et qu'on me considère comme arabe, je vais me fâcher. Hein. Je vais me fâcher parce que je ne suis pas arabe. Nous avons une carte génétique des Amazirs et nous sommes quand même une race quand même des Amazirs qui existe, qui a toujours existé. Et c'est vrai qu'avec l'islam, on a arabisé donc ces pays de l'Afrique du Nord, on les a arabisés par le prétexte que le Coran est arabe, le prophète est arabe, on va parler dans le paradis la langue arabe et tout ça, c'est des mensonges. Hein. Parce que les Turcs ont gardé leur langue, ils sont des musulmans. Les Kurdes ont gardé leur langue, ils sont des musulmans. Les Indonésiens et les Malaisiens ont gardé leur langue et ils sont des musulmans. Les Afghans et les Pakistanais ont gardé leur langue et ils sont des musulmans. Mais nous, par malheur, on nous a arabisés. On nous a arabisés, voilà. Et ça, c'est un grand malheur des Amazirs. Parce que les Amazirs, c'est une grande civilisation. Ils ont d'histoire. C'est une grande civilisation. Attention, hein. C'est pas là. Et c'est des gens, vous voyez, c'est des gens doux, c'est des gens travailleurs, c'est des gens intelligents, c'est des gens très serviables, c'est des gens souriants. Vous voyez, souriants parce qu'ils sont sûrs d'eux-mêmes. Hein. C'est l'homme libre. Amazir, ça veut dire l'homme libre. Déjà. Hein. Et lorsque les Arabes étaient venus conquérir
l'Afrique du Nord, je dis bien conquérir, hein, l'Afrique du Nord, ils ont trouvé une civilisation amazigh parce que déjà la femme était reine. Les Amazirs, les Arabes quand ils étaient venus, parce que les Arabes là, ils considéraient la femme comme rien du tout, ils la torturaient d'ailleurs, mais quand ils se sont arrivés donc en Afrique du Nord, la terre des Amazirs, ils ont trouvé les Amazirs qui ont une reine. La femme était déjà reine. Nous étions déjà trop avancés donc par rapport aux Arabes. Et normalement, nous, on doit être associés, on doit être quand même avec une ressemblance aux Européens, et pas une ressemblance aux Arabes, parce que l'Afrique du Nord, c'est proche donc des Européens, c'est proche de la péninsule ibérique, des Espagnols, c'est aussi proche de l'Italie. Donc nous sommes apparentés aux disons, à la population hispanique plutôt que la population arabe. Voilà, je m'excuse, j'ai ouvert donc cette parenthèse et je m'excuse si je vous quand même si je vous gêne avec ça, mais je pense que c'est aussi à apprendre, c'est très important parce que nous allons parler des coutumes amazirs et surtout des coutumes alimentaires qui n'existent que chez les amazirs et c'est des aliments que jusqu'à présent aucun chercheur n'a pu inventer des aliments ou des repas comme les Amazirs. Et les Amazirs utilisaient des choses, ils savaient bien qu'est-ce qu'ils mangeaient, et ils savaient bien comment consommer les aliments et comment les préparer. Et c'est pourquoi vous trouvez des plats qui n'existent que chez les Amazirs, notamment le couscous. Le couscous est strictement amazir. Donc, il y a le couscous, il y a d'autres soupes, d'autres produits, d'autres plats qui n'existent que chez les Amazirs. Hein, on va d'ailleurs en parler, pourquoi pas, hein. C'est une culture. Et c'est une culture positive, c'est une culture maintenant qui peut apporter du bien à beaucoup de gens, surtout les gens malades. Là, donc ce groupe des épices, vous savez bien que quand on parle science de nutrition moderne, on ne parle pas de ces groupes. On ne parle pas des graines, on ne parle pas des épices, on ne parle pas des plantes alimentaires. Et on continue à parler macro-éléments, micro-éléments, fibres et eau. Macro-éléments, c'est les protéines, glucides, et puis micro-éléments, c'est vitamines et minéraux. Ensuite, les fibres, l'eau, bon, c'est ça, on parle ça. Mais, et puis les calories, hein, la quantité requise, etc., par le corps, combien de protéines faut-il par jour, combien de sucre faut-il par jour, le gras, etc. Est-ce que l'énergie doit provenir du gras ou des carbohydrates? Ça, c'est les sciences de nutrition moderne, mais il ne parle jamais des constituants maintenant dont on a besoin. Les sciences de nutrition maintenant, c'est des sciences qui manquent. C'est une science maintenant qui manque beaucoup de choses et c'est une science incomplète et c'est une science qui ne reflète pas la réalité du mot nutrition. Quand on parle nutrition, ce n'est pas uniquement les calories. C'est aussi donc les molécules qui protègent le corps. On a besoin d'énergie, oui, pour vivre, pour survivre plutôt, mais on a aussi besoin des constituants qui régulent le système hormonal et qui augmentent l'immunité. On en a besoin. Et puis, on a besoin donc des molécules qui protègent le corps contre les maladies, notamment les antioxydants. Et vous savez bien, on ne parle pas phytostérol en nutrition. On ne parle pas phytostérol et on ne parle pas phytoestrogène. On ne parle pas oméga 3 et on ne parle pas probiotiques. Et prébiotiques plutôt, on ne parle jamais prébiotiques. Et il y a beaucoup de choses dont on ne parle pas. Et c'est ce qui manque maintenant. Il faut parler de ces choses. C'est le groupe des graines. J'ai déjà parlé de ce groupe qui est la source des phytostérols, phytoestrogènes qui sont indispensables d'ailleurs au corps humain. Et les épices, là, c'est les antioxydants, c'est les alcaloïdes. Et c'est aussi des antimicrobiens, c'est des antiparasitaires, c'est aussi très important donc pour le corps humain. Parce qu'avant, on utilisait les épices d'ailleurs pour guérir les maladies, pas uniquement pour élever le goût des plats. Et ce groupe-là, il comprend le gingembre, donc le galanga, vous avez la cannelle, vous avez les clous de girofle, et on a les noix de muscade, le cardamome, et on a le curcuma, on a le cumin, le curcuma et le cumin. Donc, on a les deux. Et on a le costus, il y a d'autres la cobeb, il y a d'autres épices là, le poivre blanc, poivre vert, le piment piquant, le piment rouge de Chili, c'est très important aussi parce que il contient un alcaloïde qui s'appelle la capsaïcine, le piment rouge piquant, que les gens d'ailleurs ne supportent pas,
Mais c'est très important, c'est un anti-inflammatoire confirmé parce il contient donc un alcaloïde qui s'appelle la capsaïcine. Et la capsaïcine, c'est un anti-inflammatoire confirmé et il est bon pour l'estomac et pour le côlon. Ouais, et puis, bon, les douleurs des articulations, etc. On a le gingembre, c'est le gingerol. On a le galanga qui contient la galangine. Et puis, les clous de girofle, c'est le génol. On a la cannelle, c'est le cinnamaldehyde. C'est l'acide cinnamique ou le cinnamaldehyde. Donc, l'aldéhyde est oxydé en COH, il devient un acide. Les noix de muscade, vous voyez, hein, et on a le cardamome et le curcuma, c'est la curcumine, donc le cumin aussi, ça. Le cumin, c'est parmi donc c'est parmi les produits là qui sera parmi d'ailleurs qui sera la vedette de la nanothérapie. Le cumin. Il sera la vedette de la nanothérapie parce qu'il contient des choses extraordinaires qui peuvent être utilisées en nanothérapie. Donc, les chercheurs qui s'intéressent donc à la nanothérapie, j'ai une liste de 5 produits alimentaires là qui peuvent vous aider et à ce moment-là orienter votre recherche. Parce que je suis retraité maintenant, je n'ai plus le droit donc de faire de la recherche, bien que je sois encore capable de diriger des travaux de recherche, je suis encore capable de rester debout dans le laboratoire pendant 10 heures et 12 heures, comme c'était avant, mais la loi c'est comme ça. Là, je suis retraité comme ça. Hein. C'est ce qu'on appelle la mort sociologique. Hein. Sociologiquement, nous sommes morts, les retraités. Et c'est pas la mort physique. Donc, je suis encore capable d'encadrer des thèses de doctorat, mais les gens qui s'intéressent, moi, bon, je vous oblige pas et je suis pas pour vous convaincre. Mais il y a beaucoup de thèmes, beaucoup d'idées, de recherches là que je n'ai pas pu réaliser parce que j'ai assez travaillé sur les aliments et je connais beaucoup de choses. Maintenant, je suis retraité. J'avais d'autres projets que je n'ai pas pu achever. Et mais ça, c'est des dossiers hein, que je peux donner aux gens. Hein. Ça, moi, si ça doit faire du bien pour l'humanité, pourquoi pas. Hein. C'est un devoir. Et moi, j'aime bien faire du bien. J'aime faire du bien, comme ça. D'ailleurs, c'est comme ça. J'aime beaucoup faire du bien. Et ce n'est pas parce que donc je suis du Marocain et je m'appelle Mohamed et tout ça, mais attention, j'ai deux doctorats. J'ai 2 doctorats. Je le dis 2 fois. Hein, 2 diplômes d'ingénieur et 2 doctorats. Et j'ai beaucoup de choses, j'ai beaucoup de secrets, surtout dans ce domaine. Mais les gens qui s'intéressent à la nanothérapie, les gens qui s'intéressent à la nitrithérapie, j'ai beaucoup de choses et des choses très fortes. Parce que j'ai appris par cœur la composition chimique des aliments, tous les aliments d'ailleurs, et j'ai appris par cœur les caractéristiques de chaque aliment, et puis le fort et le secret, les secrets de chaque aliment. Ça, personne ne connaît. Oui. Et je suis chimiste, je suis physicien, je suis biologiste, je suis microbiologiste, je suis mathématicien, je suis philosophe en même temps. Oui, j'ai étudié beaucoup de choses. Et j'avais de la chance d'étudier chez les grands de l'Europe, les chimistes de la Belgique. Vous savez, la Belgique, il y a beaucoup de professeurs en chimie, des éminents en chimie. Les Français, j'ai étudié aussi en France, là, c'est la chimie aussi, à Clermont-Ferrand, d'ailleurs, c'était à la fac de pharmacie, médecine pharmacie. Et puis, les Américains de Minnesota, hein, c'est les grands donc, du domaine alimentaire. Là, c'était la biotechnologie, la microbiologie et l'immunologie. Là, j'ai étudié chez les Américains. Et je reste encore, je suis encore capable, comme je l'ai dit, de diriger travaux de recherche. Et là, le secret est dans ces 3 groupes, méfiez-vous. Hein. Parce qu'on parle des groupes énergétiques, les groupes alimentaires énergétiques, les céréales, les légumes, les légumineuses, les viandes, le lait, l'œuf, le poisson, hein. Mais on ne parle jamais épices, graines et les plantes médicinales, les plantes qu'on boit sous forme d'infusion. Vous savez bien que le thé, c'est une plante médicinale. Le café, quand on sait bien préparer un café, c'est une très bonne plante, c'est un très bon produit alimentaire. Mais quand on fait un café industriel, quand on extrait, on ajoute des additifs, ça devient dangereux. Mais acheter le café vert, les graines comme ça, fraîches, et
disons, les travailler à la maison et préparer un café. Le café, c'est une très bonne plante aussi. Et là, il y a maintenant beaucoup de plantes qu'on ne connaît même pas. Le houblon, qui connaît le houblon? Personne. Le houblon est utilisé dans les bières. Et il n'y a pas d'industrie, la brasserie, là, il n'y a pas de brasserie dans le monde sans le houblon. On ajoute le houblon. Mais c'est une plante médicinale et c'est une plante extraordinaire. Elle est très riche en cariophyllines, le houblon. Et le capre, ça fait partie des épices. Le capre, le safran et tout ça. Mais bon, ça vient, les gens, le capre, c'est des condiments, hein, on l'utilise avec les condiments, mais normalement, il doit être séché et moulu, le capre. Il doit être séché, moulu, et il doit être incorporé avec les aliments et pas fermenté. Parce qu'en Europe, on n'a que le capre fermenté, mais on n'a pas le capre sous forme de poudre, sous forme d'épices. Et puis le safran, ça coûte très cher. Bon, les gens ne peuvent pas. Mais on a beaucoup de choses. Les épices, c'est soit des écorces comme la cannelle, soit des fleurs comme le safran, soit des graines comme le poivre, ou soit même il y a des plantes là où on utilise les racines, les huiles comme le curcuma, le gingembre, le galanga, le costus et tout ça. Ça c'est des racines. Et même des fruits comme le piment rouge piquant, là, le chili. Et le piment de Chili, là, c'est un fruit, hein. Ça doit être classé avec les légumes, normalement, mais non, il est classé avec les épices. Pourquoi? Parce qu'on en consomme très peu et parce que il a les propriétés des épices. Voilà. Parce qu'à cause des alcaloïdes, à cause des antioxydants et à cause donc de son pouvoir anti-inflammatoire et aussi pouvoir stimulant du système hormonal. Ça, c'est des stimulateurs des hormones parce que quand vous mangez épicé, là, vous ne sentez pas le froid. Vous ne sentez pas le froid. Hein. Il y a des gens qui boivent, l'Europe, les Européens boivent de l'alcool, hein. C'est le froid, bien sûr. Ils boivent de l'alcool pour se chauffer, mais les épices, c'est encore mieux. Et les Amazirs, ils consommaient les épices pendant la saison froide. Voilà. Ils avaient une préparation qui n'existe dans les Indiens. Les Indiens, ils ont un peu, bon, un mélange de quatre épices, là, qu'ils vendent, oui. Mais les Amazirs, ils ont un mélange qui peut arriver jusqu'à 60, 70 constituants qui s'appellent Ras al-Hanout. Et là, Ras al-Hanout, il y a tout. Hein. Il y a les graines, les épices, il y a tout. Les plantes aromatiques et tout. Comme ça, on est tranquille. Et on l'utilise pour tous les usages. On l'utilise dans les aliments, on l'utilise pour les maladies, on l'utilise pour tous les usages. Et là, c'est très intelligent de rassembler tout et dans une préparation. Comme ça, on est tranquille, pourquoi pas. On met tout, on met tout. On fait la liste des épices, la liste des graines, j'ai déjà parlé des graines, la liste des graines, la liste des épices, on met parfois quelques légumineuses comme les lentilles ou les pois chiches, un peu, et les plantes alimentaires comme le romarin, on met aussi le romarin, on met l'hibiscus, on met le réglisse, on met aussi la marjolaine, on met beaucoup de choses, là, les plantes, là aussi, on ajoute le safran, et même les fleurs, donc des figues de Barbarie, hein, le cactus, les fleurs aussi, on en met un peu. Et là, ça devient une préparation extraordinaire hein, qui n'existe qu'au Maroc. Et là, ça s'appelle Ras al-Hanout, maintenant c'est très connu. Et j'en ai parlé en arabe sur la chaîne Dr. Fed Channel et je vais aussi en parler donc sur Dr. Fed Platform en français. Bah, toutes les informations que j'ai données sur Dr. Fed Channel en arabe, je vais les redonner en français. Peut-être il y aurait des lives de temps en temps en anglais, pourquoi pas, hein, parce qu'il y a des pays comme le Canada qui sont francophones et anglophones en même temps, mais il y a des pays qui sont anglophones comme les États-Unis et puis les pays scandinaves, qui comprennent la Grande-Bretagne et tout ça, et comprennent pas le français. Mais l'Afrique du Nord, déjà, la Belgique, la France, la Suisse et l'Afrique du Nord, il y en a aussi le Canada, bon, mais même certains pays africains aussi, hein. Donc, il y a déjà une bonne population qui parle français, donc pas mal. Mais l'anglais, c'est encore plus. Vous voyez, hein. Voilà, le groupe des épices, hein, retenez, hein, c'est l'avantage, c'est qu'on les consomme en petite quantité, et on les combine, on les incorpore dans les aliments, ce sont des anti-inflammatoires, et c'est des plantes médicinales qui n'ont aucun effet indésirable. Donc, même les enfants, ils peuvent consommer bien donc la nourriture épicée sans aucun problème.
Les gens, ils en ont peur donc de ce goût piquant, mais au contraire, c'est recherché. Le goût piquant est recherché. Regardez les Asiatiques, comment ils mangent, les Malaisiens, les Indonésiens, Sri Lanka, l'Inde, les Pakistanais, tout ça. Allez là-bas et vous allez voir. Où la nourriture est même trop épicée. Ils ont beaucoup d'épices parce que c'est les pays producteurs d'ailleurs des épices. Mais nous, vous voyez, l'Afrique du Nord, on en met très peu, on consomme très peu. Déjà les Tunisiens avec les piments rouges piquants, le harissa, ils sont mieux que nous. Ils sont mieux que nous, voilà. Nous, au Maroc, on exporte le capre, on est grand exportateur de capre, mais on n'en consomme pas. On ne consomme pas, au Maroc, on ne connaît pas le capre. Et ça, c'est un malheur. Il y a beaucoup de choses qu'on exporte, mais les Marocains ne connaissent pas. D'ailleurs, comme le caroube. Le caroube, là, on extrait un émulsifiant et puis le restant se produit dans les animaux. Et ça, c'est une catastrophe, là. Hein. C'est bien dommage, c'est une grosse perte. Parce que le caroube, maintenant, c'est obligatoire dans la nourriture. C'est obligatoire dans la nourriture, je dis bien. Pourquoi? Parce que il est bon pour l'estomac, il est bon pour le côlon et il est bon pour stopper l'hyperglycémie postprandiale. Et c'est la seule chose dans la nature qui empêche l'hyperglycémie postprandiale. Et essayez-le et vous allez voir. Les gens qui ont des problèmes avec donc la glycémie qui augmente après avoir mangé, là, essayez-le et vous allez voir vous-même. Mais avant, on consommait, l'homme avant, il consommait des carobes. Et il existe dans la culture juive, dans la culture chrétienne et aussi dans la culture musulmane. Ça, c'est extra. Le carob, il a de l'histoire. Maintenant, on ne connaît pas. Oh, le carob, qu'est-ce que c'est? Oui, les gens connaissent les pop-corn, mais ils ne connaissent pas ces choses, vous voyez. Hein. On va continuer avec vous. J'espère bien finir, disons, vite cette science alimentaire. Comme ça, on a classifié les groupes alimentaires. Vous aurez une idée claire, mais après, on va aborder tout de suite la nutrithérapie et ça va être très intéressant. Et j'aurais parlé du groupe des produits d'origine animale. La séance prochaine, l'épisode prochain sera pour les plantes qu'on boit sous forme d'infusion. Là, on n'en parle pas, mais attention, il y a des milliers de plantes, c'est pas des centaines. Il y a des milliers de plantes, il y a même les feuilles d'arbres qu'on peut voir donc sous forme d'infusion, sous forme de thé. Les tisanes, là, mais on n'en parle pas, très peu. Bon, la verveine, le thé, la menthe, mais c'est pas ça. Hein. Il n'y a pas que la verveine. Vous savez, la verveine est utilisée même dans les hôpitaux. Mais il n'y a pas que la verveine. Il y a des choses plus importantes que la verveine. Il y a aussi l'absinthe. L'absinthe, les gens ne connaissent pas, mais l'absinthe est plus importante que la verveine. C'est un anti-inflammatoire confirmé, l'absinthe. Alors, on va en parler de ces choses. Là, les choses que vous connaissez qu'on boit chaque jour, comme le thé, comme le thym, pas le thym, la menthe, oui, le thym, actuellement, les gens, ils boivent du thym. Mais on va parler des plantes que vous connaissez pas et qui sont très importantes et qui existent, là, ça coûte pas cher. Ça existe pour les acheter aussi. Bien, merci pour votre attention.